Plus ou moins geek, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Aujourd'hui, des glaglas dans le dos et des frissons puisque nous avons une spéciale peur. Et ce qui me fait peur, c'est l'équipe qui m'entoure autour de cette table. RL me fait peur parce que le matin, elle a un caractériel. Laurent Kessy me fait peur parce qu'il est trop intelligent. Monsieur Sébastien Rassia me fait peur parce qu'il a trop de cheveux. Il me fait peur à cause de ses chemises hawaïennes, monsieur Frédéric Molas. Et il me fait peur le soir quand il rentre dans ma chambre sans me prévenir, monsieur Rurik Salé. Celle qui ne me fait pas peur, c'est Albert. Albert, c'est notre ordinateur à nous, c'est elle qui m'aide, en tout cas quand je patauge dans mes chroniques. Albert, tout va bien? You talking to me? Oui. You talking to me? Oui. You talking to me? Oui. You fuck my wife? Ça non. En tout cas, elle nous permet de rejoindre François en duplex live préenregistré, nouveau concept télévisuel à la mode. François? C'est tous les didailles. En tout cas, on file tout de suite avec un sommaire en images pour vous faire découvrir un petit peu un avant-goût de l'émission. Au sommaire de ce numéro spécial Peur, vous découvrirez La Maison des Mille Morts, Project Zero, Les Contes de la Crypte, Hellblazer, RL plongé au cœur de la Japan Expo, Pierre Tombal, une enquête sur le Cthulhu et le jeu de plateau qui en découle, le court-métrage Zombie Laden et la shopping list. Que du bon, que du geek. Nous allons pénétrer dans les entrailles de l'horreur sur pellicule avec Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Tu fais bien de le préciser. Avec Rurik. Est-ce que tout le monde ici connaît Robert Zombie? Yes. You know Rob Zombie? Yeah. You know Rob Zombie? Yeah, I know, Oh, of that's cool. I like you. I like you. I like you. Eh bien, Rob Zombie, voilà, c'est tout. Fin de la rubrique. Non, mais si vous connaissez, j'ai rien à dire. Si. Rob Zombie, il a officié, hein, 3 syllabes, au sein de White Zombie, qui était déjà un nom consonant, voilà, prédestiné, puisque c'était un clin d'œil à un vieux film de série B, etc. Il est ensuite devenu artiste solo, Rob Zombie, bref. Toujours des chansons, des clips très influencés par le cinéma d'horreur. Il a d'ailleurs pas mal réalisé de clips. Et du coup, il a eu la suite dans les idées, parce qu'il s'est fait la main à la caméra. Non, comment ça se dit? Ouh là là, c'est dur. Bon, allez, des images hein, maintenant, parce que j'en peux plus, là. On comprend que ça soit dur. Hello, folks! Seb, je pense que si on t'enlève les cheveux, tu te laisses pousser un peu la barre, 20 ans de plus, c'est bon. Les enfants non plus. C'est pas ce que nous a dit le RG. Justement, il parle trop, c'est ça le problème. It tastes damn good. Exit 13. Voilà, donc c'était un homme sans cheveux, donc déjà de talent, déjà de base. Ça n'était pas toi. Quoique, Fantomas. Alors c'était le Captain Spaulding. Voilà, donc le truc c'est que Rob Zombie, voilà, il s'est fait la main, il a appris un petit peu la caméra, la mise en scène en réalisant quelques clips, puisqu'il avait de la suite dans les idées, il voulait réaliser son film et passer vraiment à la réalisation de fiction. Il a donc proposé à Universal, je crois, la production de House of a Thousand Corpses, la maison des 1000 morts. Donc il a tourné ça. Alors je vous raconterai un petit peu après, si j'ai le temps, tous les problèmes de production qu'il y a eu. Et donc il s'est lancé dans cette espèce d'entreprise délirante. Alors Rob Zombie, on le sait, après, il a fait plein d'autres films, mais beaucoup moins fou que son premier film, qui est vraiment une espèce de foire du trône du film d'horreur. C'est complètement taré. Ça raconte l'histoire de jeunes personnes qui se promènent un petit peu dans l'Amérique bouseuse pour aller voir les petits spectacles régionaux, les petites attractions. Et qui, comme dans Massacre à tronçonneuse, est plein et pléthore de films. Ça vous plaît? Attention, tu vas spoiler 95% de la production de cinéma d'horreur. Oh merde! Et là, il est bien sûr derrière le rideau et il gagne à la fin, etc. Non, et en fait, ils vont se retrouver pris au piège dans une famille de malades, dont l'un des membres hein, humain bien sûr, c'est le Captain Spaulding que vous avez vu ici. Donc il y a plein de personnages horribles. Il y a une espèce de folle jeune qui est la femme de Rob Zombie, Sherry Moon Zombie. Il y a ce mec à moitié clownesque, non pas George mais juste clownesque. Il y a plein de Satan. Il y a le Docteur Satan. Il y a Karen Black qui elle-même est une icône du cinéma d'horreur. Voilà, donc Rob Zombie s'est fait vraiment plaisir. C'est une espèce de, un film pas clip, hein, parce que c'est quand même réalisé, mais on va dire ça part dans tous les sens. Il y a des couleurs, il y a des créations. Il y a vraiment un style visuel bien poussé. Il y a vraiment un style visuel poussé. C'est vraiment un film, on va dire, d'horreur hard rock. De freaks un peu, c'est un peu de freaks. C'est super sale, super généreux. Et c'est vraiment le dernier vrai film fou qu'il ait fait. Bon, la suite, Devil's Reject, c'est pas mal. Mais là, c'est vraiment le dernier film fou qu'il a fait. À la fin, il plonge dans une espèce de puits avec cette espèce d'ancien nazi qui fait des expériences. C'est complètement taré. Il a fait bien sûr l'essentiel
facette de la musique lui-même. C'est une foire du trône de l'horreur. C'est vraiment complètement taré. Le film, lorsque Universal l'a vu, ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, dégage, Robert. Et je crois que pendant 1 ou 2 ans, le film a été dégagé. Donc, Rob Zombie a fini par racheter les droits lui-même, l'a reproposé à une autre boîte de distribution qui s'appelle Lionsgate. Le film a fini par sortir, succès moyen. Ouais, ils se sont fait un peu de thunes quand même. Et au film, au fur et à mesure des années, est devenu ultra culte. Voilà, c'est vraiment un film de malade. Rob Zombie, c'est un mec qui a eu beaucoup de talent dans la musique, qui a beaucoup de talent au cinéma quand il fait un effort. J'attends beaucoup de Lords of Salem, son nouveau film. Et donc voilà, la Maison des Mille Morts est un bijou de série B, intelligente, folle, déjantée. J'aimerais bien qu'ils reviennent là-dessus, mais en tout cas, regardez-le avec vos yeux. Écoute, c'est pas mal ça. Quand même. Ça m'a bien scotché quand même, ça m'a bien fait peur. Hein. Je tiens à dire que Rob Zombie a un point commun avec cet homme-là, les cheveux et la barbe. Rob Zombie. Rob Zombie. Bon allez, je vous propose un petit peu de douceur, une petite parenthèse dans cette spéciale horreur, puisqu'on va retrouver RL à Japan Expo. Enfin, horreur. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Retour au parc des expositions de Villepinte, qui n'est pas, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, une ville en forme de shop de bière. Hein. Non, parce que, tu sais, Villepinte, comme une pinte. Non, ça pouvait prêter à confusion, quoi. Revenons donc à nos moutons nippons. On file à la Japan Expo Comic Con, rendez-vous désormais incontournable pour tout geek ou geekette qui se respecte, temple des amateurs de la japanimation, de comics, de manga, de J-pop, de cosplay, de séries télé, de nouilles sautées, de Pikachu, de gaming et apparemment de catch féminin japonais. En tout cas, notre cadreur semble apprécier. Non, en fait, tu fais semblant de me filmer moi, mais tu filmes le catch avec les filles. Ah oui, c'est coloré le catch au Japon, dis donc. Attention, dans quelques secondes, vous allez pouvoir assister en exclusivité à la télévision française au coup dit de la fesse Tokyo Heat. Un coup qui, selon les spécialistes, ferait mal et plaisir à la fois. Créé par Jean-François et Sandrine Dufour, associé avec Thomas Siredi, la Japan Expo compte tous les ans de plus en plus de visiteurs avec des exposants aux univers de plus en plus variés, la preuve en images. Voilà, donc il y a un autre truc que j'aime bien aussi à Japan Expo, côté Comic-Con, c'est les mecs qui font des robots. Tout ce qui est robotique et tout. Droïde, robot qui parle, voilà qui devrait intéresser à la fois les fans de Star Wars, de Pat Labor, ainsi que de Goldorak. Direction BD avec RL qui nous emmène à la rencontre des très nombreux éditeurs qui viennent présenter leurs nouveautés sur le salon. Alors ici c'est le coin des éditeurs en fait. Donc on a Doki, on a Kazé au fond, Kurokawa par là. Voilà, des éditeurs un peu partout qui viennent présenter leur nouvelle série. Salut Greg. Comment ça va? Ça posture? Oui, écoute, on s'échange gaming. Ça fait amuser. Et voilà comment, au détour d'un stand, on tombe même sur Greg, éditeur de manga, mais aussi membre des biomanes français, les France 5. Il est au micro d'RL. Est-ce que tu peux nous dire vite fait pourquoi c'est important en tant qu'éditeur d'être sur Japan Expo? Alors c'est important déjà parce que tu rencontres le public précurseur du manga, ils sont vraiment très éduqués. On le remarque, c'est parce que nos ventes sur le salon sont un petit peu différentes de ce qu'on a sur le reste des libraires en France. On a un public de pointe avec qui on peut discuter justement, ils me disent ah, ça on a aimé, ça on n'a pas aimé. Voilà, et puis c'est important aussi d'être là 4 jours et d'échanger avec les gens parce que les fans ils n'ont pas leur langue dans leur poche. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde, peut-être à cause des résultats du bac vendredi qui sont tombés en plein milieu de Japan Expo. C'est très possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde, on respire mieux. Bon, ben merci à toi. Merci et à vous d'être venu prochaine, chez Kurokawa. Voilà. À l'année prochaine. Des lecteurs exigeants et représentatifs de toute une génération de fans érudits qui ne plaisantent pas sur la marchandise. En parlant de marchandise, n'oublions pas que la Japan Expo, c'est aussi la fiesta des goodies avec des produits dérivés en veux-tu, en voilà. C'est toujours mieux d'être looké kawaii avant d'aller faire un petit karaoké. Voilà, donc en fait ici c'est le stand karaoké, le stand typique, le stand qui fait mal aux oreilles. Ouais, enfin, c'est facile de parler, RL, hein. Bon, mais c'est vrai que lui, il galère un petit peu. Je vous parlais des goodies il y a quelques secondes. Justement, RL, attiré par les étals de la Japan Expo, s'y retrouve assez rapidement. Donc là, on arrive sur la partie des stands commerciaux goodies, là où il y a le plus de monde. Les gens, ils viennent surtout pour acheter des trucs. Donc il y a un peu tout, des vêtements, des objets, plein de choses quoi, éventail. C'est là que le samedi, il ne faut pas circuler parce qu'on ne peut pas marcher.
faites les achats le jeudi ou le vendredi parce que le samedi, c'est juste pas possible. Effectivement, il y a du monde. Faut dire que la Japan Expo, ces dernières années, c'est tout de même plus de 200 000 visiteurs cumulés sur un seul événement. Voilà, vous allez peut-être le reconnaître. C'est l'Ilakuma. Voilà, ben, super populaire en sac, en peluche, en porte-monnaie. Et parmi les goodies qui pullulent sur les stands, on trouve également des objets pour le moins étonnants. Mais qu'est-ce que c'est ça, Irel? En fait, ce qu'on voit là, la nourriture avec la fourchette en l'air, c'est typiquement japonais, c'est de la plastic food en fait. Ça sert de démonstration dans les vitrines pour montrer aux gens à la place du menu ce qu'ils peuvent acheter à manger. Bon, on s'écarte du sujet rapidement, le temps d'un ralenti sexy sur RL, réclamé par les fans. On se fait rapidement quelques free hugs et on se dit rendez-vous très vite pour notre 3e jour à la Japan Expo. Sayonara! Albert, est-ce que tu peux me dire qui enchaîne? Fred et Seb, c'est le moment de trifouiller vos boutons. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Alors moi, on m'avait beaucoup demandé de parler, enfin on m'avait beaucoup dit, mais pourquoi tu parles pas de Project Zero? C'est génial, Project Zero. Pourquoi tu parles pas de Project Zero? Pourquoi tu parles pas de Project Zero? Eh ben non, j'en parle pas, mais Seb va le faire. Ce qui fait peur, c'est qu'elle a 2 pieds. Ah oui, ça c'est Elle a 2 pieds. Alors les fantômes japonais, ça me fait toujours... Parce que là, elle essaye de lui faire comprendre un truc en le pointant du doigt, tu sais. Mais t'imagines, la meuf en face, elle comprend pas. Nichon, en fait. Elle est là. E.T. téléphone maison. Avec Irel. Elle m'a dit en fait, elle demande. Ouais, ben... S'il vous plaît. C'est là qu'on voit qu'en fait Project Zero c'est vraiment un jeu assez flippant, mais c'est pas du jeu qui est basé sur le scare jump, c'est vraiment. Je croyais que je devais en parler moi. Mais c'est parce que tu parlais pas pendant la chronique. Tu vas en parler, mais je vais en parler pour pensais toi. pas que je laissais profiter de la beauté des images. Hein. On a bien vu l'ambiance hyper fun, hein, hyper rigolote. Hein. Bon peps. Exactement. Bah, on a bien capté l'ambiance. Voilà, c'est une ambiance de maison hantée, quoi, de fantômes. Et c'est pour ça que Project Zero, c'est une saga voilà, dans le survival horror, parce que c'est un survival horror, comme Resident Evil, Silent Hill, je sais pas si ça vous parle. Non. Tout ce qui termine en Hill, Bailey Hill. Exactement, voilà, qui fait très peur aussi aux enfants. Voilà, c'est une saga hyper culte au Japon et en Europe, surtout pour les gens un peu initiés quoi, à ce genre-là, mais qui n'est pas aussi connu, voilà, qui n'a pas la même aura qu'un Resident Evil ou un Silent Hill. Et, pas le même genre. Enfin, c'est pas trop le même genre. Voilà, ça se différencie. Silent Hill, en tout cas avec Resident Evil, pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir parce que là, voilà, au lieu de dégommer du zombie, voilà, coup de fusil à pompe dans la tête, ben là, le truc en fait, on essaie de capturer des fantômes avec un appareil photo. Ça, tu peux avoir des dédicaces après. Exactement, pas avec un pack à protons. C'est relativement désarmé par rapport à un Resident Evil. C'est exactement ça, Voilà. c'est qu'en fait, le côté flippant vient surtout du fait que ton héroïne, qui en plus, c'est une. Là, on est seul. Le scénario démarre en fait. On incarne Miku, une jeune frêle japonaise qui a qu'une lampe de poche, qui part à la recherche de son frère Mafuyu, qui a disparu dans un manoir hanté, évidemment. Si j'avais un frère comme ça, je le laisserais moi. Ouais, non, mais Alors, oui, voilà. déjà, tu vois le truc. Donc déjà, ton frère disparaît. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le manoir hanté où il a De disparu. nuit, de préférence. De nuit, évidemment. Sinon, Sans ça n'est pas arme, rigolo. évidemment. Avec Tu une dis à lampe torche. personne, évidemment. Et tu n'as pas l'appareil photo, parce que l'appareil photo, c'est la seule arme qu'on a au travers, enfin tout le jeu. Et on le trouve à l'intérieur du manoir, quoi. Donc, Tu vas comme ça, donc tranquille. tu vas à l'arrache comme ça, chambre. exactement, toute frêle avec ta lampe de poche. Et donc voilà, donc tu trouves l'appareil photo et tout le gameplay est basé là-dessus. C'est-à-dire on débloque des zones et tout avec l'appareil. C'est-à-dire il y a des portes un peu fantômes qu'on peut débloquer avec l'appareil photo. On peut booster l'appareil photo, l'améliorer en trouvant de nouvelles pellicules qui sont plus fortes. Donc ça, et puis le point fort du jeu, c'est surtout son ambiance, parce que c'est de l'ambiance maison hantée, donc il se passe pas grand-chose visuellement, mais voilà, c'est tout dans les sons, dans les effets sonores, les grincements, les espèces de cris. La DualShock aussi de la manette, c'est-à-dire dès qu'un fantôme apparaît dans la zone, ça se met à vibrer, mais crescendo, quoi. Donc voilà, et puis on entend le cœur battre de l'héroïne, dans ce qui, voilà, au niveau de la peur, C'est un peu comme quand de l'angoisse. tu poses tes oreilles sur ses seins, en fait. Quand on trouve un petit peu Exactement, voilà. Comment veux-tu rebondir là-dessus? J'étais en train de créer l'ambiance un avec peu. plaisir. Non, mais c'est quelque chose quand on est un peu sur Amnesia, le fait d'entendre sa respiration. La Voilà. peur vient beaucoup de l'absence d'action, Voilà. justement. C'est pour ça que c'est le point fort du jeu, parce que le premier sommeil aussi. Project Zero, parce qu'il y a eu 4 jeux, quand même, le problème, c'est les manipulations, les contrôles, le gameplay est pas très fin, c'est-à-dire l'héroïne est très lente, bon, ça joue un peu aussi sur le C'est côté, vieux, qui se passe pas grand-chose, ouais, ça date de 2002 quand même, donc c'est assez lent, mais l'appareil photo aussi, c'est lent à manipuler, mais au niveau de l'ambiance, voilà, c'est irréprochable, je veux dire, la mise en scène est vraiment irréprochable. Au C'est niveau très des sons, Ring, hein, ce que tu me dis, c'est très mais c'est japonais. complètement, c'est tout en inspiré à ambiance. 100% du film d'Hideo Nakata, c'est Ring à fond, quoi. Et Avant d'ailleurs, qu'on- au niveau du scénario, c'est à peu près pareil aussi.
Avant qu'on passe à Mark Hardy, qui est notre sujet suivant, toi tu l'as découvert comment? J'attendais, je voulais jouer au 4, mais le 4 n'est pas sorti en Europe, on ne sait pas pourquoi, il est sorti aux States et au Japon. Tu voulais jouer au 5, il n'existe pas. Tout ça, c'est exactement, pas facile, voilà. quoi. C'est pas facile. Et par contre, voilà, un remake est sorti il n'y a pas longtemps du 2, on ne sait pas pourquoi, sur Wii. Et bon, ils n'ont pas fait trop d'ajustements, mis à part qu'ils ont rajouté le gameplay Wiimote Nunchuk. Et ils ont juste changé un peu les skins des héroïnes, c'est-à-dire ils ont un peu augmenté la protubération mammaire. Elles ont pris de l'âge. Hein. Elles ont pris de l'âge, voilà, donc du bonnet. Hein. Protubérance ta mère? Qu'est-ce que t'as dit? Oh mon Dieu, mais je suis obligé de couper ça, mais Monsieur Salé, vous êtes parti complètement en sucette. Allez, on va aller se pencher sur le créateur de Pierre Tombal, qui n'est autre que Mark Hardy, qui nous a accordé une interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. À l'instar des films de zombies et autres cadavres ambulants, Mark Hardy a créé leur pendant comique, Pierre Tombal. Pierre Tombal est fossoyeur. Son métier pourrait s'arrêter à mettre un bon tas de terre sur les morts, mais les siens, de morts, ont tendance à refaire surface avec des problèmes tout autant liés à leurs nouvelles conditions qu'à leur ancienne vie. Pierre Tombal, 28 hommes d'humour noir, 100% belge, et un dessinateur, Mark Hardy, que nous avons rencontré à Strasbourg, le festival européen de la bande dessinée de Strasbourg. Mais qu'est-ce qui t'a fait connaître? La première série qui m'a vraiment fait connaître, c'est Pierre Tombal. Les Lolo et les Sucettes sont arrivés après. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées à cette époque-là. C'est le moment où j'ai eu mon premier album. Et là, autant les éditeurs étaient rétifs pour me sortir des albums, autant là, j'ai eu 4 albums de 4 séries différentes qui sont sortis en 2 ans. Comment est né Pierre Tombal? Question très... dans mon enfance, j'ai perdu 3 frères. Donc je crois que Pierre Tombal, ça a été une sorte d'exorcisme par rapport à ça. C'est Raoul Cauvin qui fait le scénario, et quand on avait décidé de travailler ensemble avec lui, il m'a demandé de lui fournir un maximum de dessins, mais pas de dessins qui avaient servi à quelque chose, des dessins qu'on fait en griffonnant au téléphone, sur un carton de bière. Et c'est ce qui lui a donné l'idée. Maintenant, je n'ai plus ces dessins, je ne sais plus du tout ce qu'il y avait. Mais en tout cas, il a tapé juste, parce que pour moi, j'avais une frousse bleue, c'était des angoisses permanentes par rapport à la mort. Et depuis, je ne dis pas que je suis ravi de l'avoir arrivé, mais ça me tracasse nettement, moi. Comment es-tu passé de Pierre Tombal à Lolo et Sucette? Lolo et Sucette, c'est une vieille histoire. Je faisais une autre série qui s'appelait La Patrouille des Libellules, et dans le Circus, qui était une revue de bande dessinée à l'époque, il y avait un spécial prostitution, et il nous avait demandé de faire une histoire de La Patrouille des Libellules avec de la prostitution, parlant de la prostitution. Les Libellules, c'était un groupe de jeunes scouts. Donc on avait introduit ça avec 2 prostituées qui faisaient le trottoir. Et dès que je les ai dessinés, je savais que j'en ferais les personnages, parce qu'elles m'avaient vraiment... elles m'avaient plu, elles m'avaient botté. On avait même organisé une séance de dédicace dans une maison close, où un libraire avait loué la maison close pour lui toute l'après-midi. Alors on dédicaçait, il y avait la prostituée qui était... On était sur un lit, moi j'étais déguisé en fille, et Yann était, lui, déguisé en... il avait un grand imperméable, il était nu sous l'imper. Et vraiment nu, parce que j'ai des photos. Quelle personne t'a le plus aidé? Mes épouses. Ma première épouse qui est décédée, et ma deuxième, parce qu'elles m'ont toujours accepté que je fasse ce que je veux, comme je le veux, et toutes les deux ont tout facilité pour que je puisse travailler, parfois même en ne rapportant rien comme argent, que je puisse vraiment vivre mon métier. Mark Hardy a récemment fait une infidélité à Cauvin, son complice de Pierre Tombal, pour débaucher son propre fils pour une pub, pour une compagnie d'assurance funéraire. Ah oui, c'est pas mal. Comment es-tu arrivé sur Pierre Tombal? Quand j'ai décidé de me lancer dans le scénario, on va dire, allez quoi, deux semaines après, mon père m'a dit, écoute, on m'a proposé quelque chose, en fait un album Pierre Tombal, dans le but d'expliquer un peu le deuil et la mort aux enfants. Donc mon père m'a proposé, parce que le scénariste de Pierre Tombal, Cauvin, n'était pas très intéressé par ce projet, ou n'avait pas le temps. Et donc j'ai directement dit oui, je vais sauter sur l'occasion. Quels sont les plus et les moins d'être le fils de Mark Hardy? Je pense qu'en fait le moins, c'est que je suis conscient dès le début, je veux dire,
voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Il y en a qui galèrent pendant 10 ans avant de sortir un album. Je me dis, si je me lance là-dedans, il faut que je sois vraiment conscient que ça va être la galère. Mon père me l'a suffisamment répété et on est vu suffisamment galérer. Donc en ça on va dire que ça peut mettre un frein, mais en même temps, oui, il y a une facilité. Simplement, ne fût-ce qu'une fois qu'on a son projet, je veux dire, pour rencontrer l'éditeur, et vraiment pour ça, c'est plus facile quand on a effectivement un père connu. Maintenant, si ce que je fais n'est pas bon, voilà, absolument, ça ne changera strictement rien. Et là, je n'aurai aucun cadeau, quoi. Peux-tu réinventer notre mascotte? C'est vrai qu'il est moche. Mais ça ne doit pas être original ce que je dis là, hein. Ça doit être une réponse fréquente. Hein. Espérons que l'avenir de Pierre Tombal sera encore parsemé de nombreux morts, synonyme de nombreux tomes à venir. Et si vous ne voyez pas la vie après la mort, sachez que la mort est une vie à part entière. Parole de Pierre. Comme quoi on peut avoir vécu des deuils et en faire un truc plutôt rigolo. Quoi. Hardy est-il le fils de François Hardy? Je sais pas, mais je vais demander en tout cas à Albert, qui doit continuer? David, d'après mes fichiers, c'est à vous d'enchaîner. Rubrique série télé avec David. Allez, plongeons-nous dans mon petit quotidien, dans mon enfance, quand j'étais tout petit bébé. Non, un peu plus ado, mais il y a un truc que j'adorais. J'attendais que mes parents aillent se coucher. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Pour les écouter. Non, pas du tout, pour aller rallumer la télévision, rallumer M6 à l'époque. Parce que je crois que c'est le vendredi soir, le samedi soir, il y avait les Contes de la Crypte. Est-ce que vous vous rappelez de cette série? Tu rigoles sur M6. Je ne sais pas, parce que M6... Non, je crois pas que c'était après. C'était après. Voilà. C'était en week-end. Mais c'était pas Femme de loi, attention. Les Contes de la Crypte, on va quand même un tout petit peu se replonger dans le générique, mais les quelques notes qui vont arriver par Albert vont vous replonger là-dedans. Voilà, petite musique super ambiancée. Comment ça tue? Donc on descend dans l'escalier et après on est accueilli par le gardien de la crypte. Il parlait avec une voix un peu comme ça, il faisait « Eh, dites donc les amis, je suis vraiment content de vous voir. Je le fais très bien, je suis imitateur officiel du gardien de la crypte. C'est pour ça que t'as repris la clope, en fait. Au générique de Beetlejuice, le dessin animé. C'est Danny Elfman. Oui, Danny Elfman qui a composé la musique, c'est vrai que c'est reconnaissable parmi mille. Ça fait penser au générique des Simpsons. Je vais quand même commencer par l'anecdote la plus importante. Pourquoi le gardien de la crypte n'a pas de nez? Alors là, attention. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, pas du tout. C'est Kevin Yeager qui était le. Pardon? Désolé, excusez-moi. Tu fais puni. C'était Kevin Yeager qui était le responsable des FX, qui était devant la créature, donc c'est une marionnette, qui se dit mais qu'est-ce que je vais lui faire comme pif? Et là il y a Robert Zemeckis, Bob, qui passe et qui fait comme ça. Mais tu te fais chier. Qui était de retour du futur d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et donc il lui dit non, tu te fais pas chier, ne lui mets pas de nez. Donc voilà. Il y a 7 saisons, il y en a 2 qui sont inédites en France, la 6e et la 7e. Le principe était donc toujours le même, on est accueillis et il y a des petites histoires indépendantes. Alors attention, je préviens tout de suite, ça a un peu vieilli et c'est surtout c'est un peu lent. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes habitué aux séries HBO, Showtime où les mecs qui courent, ils se tuent, machin, là ça prend quand même bien son temps. Mais par contre, série excellente parce que derrière la caméra, il y avait juste des cadors de ouf. Robert Zemeckis, il y avait John Frankenheimer. John Frankenheimer, réalisateur. Ouais, réalisateur, exactement. Exactement, t'as Toby Hooper de Massacre à la tronçonneuse, t'as Walter Hill, t'as Joel Silver, donc voilà, t'as vraiment du beau monde. T'as même Michael J. Fox qui réalise un épisode. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, effectivement. Et devant, c'est pareil, il y a toute une pléthore de stars de l'époque, de Demi Moore à Brad Pitt. Enfin voilà, toujours des petites histoires un peu horrifiques qui sont adaptées d'un comics des années 50, monsieur Laurent Kessy, monsieur Laurent... Les Ici Comics. Les Ici Comics. Comics. Fait quand il sortait. Voilà, c'est ça, oui, quand j'avais déjà 42 ans, en 1950, j'ai acheté des Ici Comics. Voilà, qui était créé par Max Gain et son fils William Gaines et le créateur de la version série télé. Avec d'illustres noms comme Joel Silver. Que j'ai déjà dit, mais je te remercie de m'avoir écouté juste avant, monsieur Salé. C'est sur une musique de Queen. Hein. Donc parmi les petits pitchs, en tout cas sympa, moi les épisodes que je kiffe, t'as notamment Ulrich et les 9 vies du chat. C'est un mec qui se fait greffer une glande de chat et qui va lui donner 9 vies. Et le mec va mettre en scène ses morts dans une sorte de fête foraine. Alors à chaque fois, il saute d'un précipice, il se fait enterrer vivant. Voilà, donc c'est toujours des petits trucs à chute. Ah bah oui,
Et ça, c'est fou, il est génial cet épisode, vraiment. Ouais. Donc voilà, série qui a donné notamment, après plein de déclinaisons, il y a une version SF, il y a une version dessin animé qui est toute pourrave. Il est peut-être question que la série revienne dans un avenir proche, que nous ne saurons pas si nous n'avons pas survécu à la fin du monde. En tout cas, voilà, des films qui sont d'enfer, des films en 72, 73, 3 longs métrages à partir des années, fin des années 90, et c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à le redécouvrir. Cavalier du diable est très très bien. Extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Ouais. Je vous propose d'ailleurs que nous nous cultivions un peu, nous sommes quand même un magazine culturel, et on va découvrir, si vous ne savez pas chez vous ce qu'est le Cthulhu, ou Cthulhu, parce que je vais me faire enguirlander dès que je mets un le devant, Cthulhu. Si vous voulez savoir ce qu'est Cthulhu, c'est tout de suite dans l'enquête geek. N'allez surtout pas aux toilettes, voici l'enquête geek. Ia, Cthulhu, Vertagen. Cthulhu, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, nous allons vous emmener dans les abîmes, dans un monde peuplé de créatures indicibles. Bienvenue dans un univers où la peur et l'irrationnel prédominent. Mais qu'est-ce que Cthulhu? Cthulhu, en gros, c'est une espèce de créature gigantesque qui aurait une tête de poulpe. Ils sont énormes, ils sont à une échelle qu'on peut même pas concevoir, et en plus, on n'arrive pas vraiment à se les représenter. Déjà, si tu l'as vu, c'est que ça va mal se passer. Cthulhu est donc né des peurs d'un seul homme, H.P. Lovecraft, écrivain né en 1880 aux États-Unis. Traumatisé par un père atteint de démence, enfant surdoué et malade psychosomatique, il se dirige vers l'écriture de fiction à l'âge de 27 ans, délaissant ainsi la poésie. C'est une créature qui est vraiment devenue mythique, et je pense qu'elle est peut-être le plus emblématique de tout ce qu'a fait Lovecraft. C'est en général... Je ne sais pas si c'est parce qu'il est popularisé par l'appel de Cthulhu, toutes ces choses-là, mais on pense Lovecraft, on pense Cthulhu. Dans ses nombreux écrits, on retrouve des références récurrentes qui ont constitué, après sa mort, ce qu'on a appelé le mythe de Cthulhu. C'est une sorte de mythologie imaginaire qui a pris une grande importance dans la pop culture contemporaine. Après, je dirais que Lovecraft, c'est quand même de l'horreur. C'est des monstres indicibles, donc il y a pas mal de jeux de rôle qui peuvent tourner autour de ces problématiques. Mais quelles sont donc les étranges créatures qui peuplent ce monde? La tentacule prédomine dans l'œuvre de Lovecraft, hein. Il était un peu terrorisé par tout ce qui venait de la mer, qui aurait un corps vaguement de dragon avec des espèces d'ailes membraneuses et qui serait capable de se polymorpher. Et je le définirais comme une espèce de menace, quelque chose d'absolument énorme et monstrueux qui ne peut pas être battu. De toute manière, le jour où il se réveille, l'humanité ne peut pas faire le poids. Le bestiaire lui-même, c'est très curieux parce que c'est des créatures qui sont vraiment marquantes. Et en même temps, pour la plupart, sont absolument... Moi, ça m'a frappé quand j'ai commencé à les lire, c'est impossible de se les représenter. Le principe de base, si on veut coller à Lovecraft, c'est de ne pas décrire. Bon, pour un jeu de rôle, c'est un peu antinomique. Mais finalement, c'est d'insinuer une peur qui va t'obliger à ne pas vouloir aller au-delà. Et finalement, on va te pousser à aller au-delà par les conditions extérieures, par tes collègues, par un cri que tu entends au-delà de la porte qui va te faire venir. La vie de Howard Phillips Lovecraft est décidément teintée de noirceur, car c'est au tour de sa mère d'entrer dans un hôpital psychiatrique, le même que celui de son père. Lovecraft se sépare de son épouse et repart vivre auprès de ses tantes. C'est durant cette période qu'il écrira l'essentiel de son œuvre. Bah tu m'étonnes que ce soit glauque. Mais le malheur continue de s'abattre sur Lovecraft. La mort de son ami, Robert E. Howard, auteur de Conan le Barbare, le ronge, tout comme un cancer de l'estomac qui le fera vivre dans une douleur permanente jusqu'à sa mort en 1937. Il a 47 ans et laisse derrière lui une œuvre méconnue de son vivant, mais qui va inspirer de grands noms lors des décennies suivantes. Sa mythologie a influencé une grande partie du jeu vidéo, de la science-fiction, de la fantasy. Le meilleur film pour rentrer dans Cthulhu, c'est L'Antre de la Folie, avec Sam Neill, qui est très bien parce qu'il montre la difficulté de ne pas savoir contre quoi on va se battre, et le côté complètement dément. C'est un coup monté. Il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté, c'est tout. Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs. Vous voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. Fichez le camp. Tout ceci n'est pas réel. Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité.
Même si le terme Cthulhu n'a pas été proprement utilisé par Lovecraft pour définir cet univers global, mais par Auguste Derleth, son éditeur, ses influences vont dépasser le cadre du cinéma. Ça a vraiment influencé mon choix de travailler dans l'art, dans le graphisme, l'illustration, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça, et parce que c'est un challenge, montrer ce qui est immontrable. Alors, il y a beaucoup d'illustrations, surtout maintenant à l'ère d'Internet, du mythe de Cthulhu. Moi, j'arrive pas à me dire que ça, je sais pas, peut-être 80 ans ces textes, c'est d'une modernité qui est assez bluffante. Voilà, si quelqu'un a envie de démarrer, il peut s'acheter Cthulhu le mythe, donc la réédition actuelle, qui est vraiment un bon digeste. Je suis pas sûre que quoi que ce soit m'ait déjà procuré exactement les mêmes sensations que la lecture de Lovecraft. Un fag Cthulhu. Lovecraft n'aura pas eu de reconnaissance de son vivant, ayant même œuvré comme nègre pour les livres du magicien Houdini. Abracadabra! Mais il n'a pas fini d'envahir vos lectures, vos pensées, avec ce monde fait de dieux sombres, de créatures rampantes, d'entités extraterrestres, de peurs obscures, de héros subissant le poids de l'hérédité. Mais avons-nous une chance de survivre à Cthulhu? Allez, on continue l'aventure avec justement Stéphane qui va nous parler du jeu de rôle qui est inspiré du mythe de Cthulhu. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Comme Donjons et Dragons ou Shadowrun, l'Appel de Cthulhu est un immense jeu de rôle, un grand classique que tous les rôlistes connaissent, mais pas tous les geeks. Le jeu est inspiré de l'œuvre d'Howard Philip Lovecraft. Les joueurs y incarnent de vaillants malchanceux qui se retrouvent malgré eux confrontés à des entités cosmiques dont l'éveil pourrait causer la fin de l'humanité. Et comme tous les jeux de rôle, l'histoire y est interactive, elle évolue en fonction des actions des joueurs. Nous rejoignons les joueurs au début d'une nouvelle partie. Leurs personnages ne se connaissent pas et ils sont en train de se présenter l'un à l'autre. Robin joue un détective privé et Henri incarne un médecin. Le meneur de jeu leur explique que leurs personnages ont été appelés à la rescousse par un ami mutuel qui rencontre quelques problèmes. Ce propriétaire immobilier possède une demeure que ses locataires essayent de faire passer pour hantée. Rares sont ceux qui ont trouvé le fin mot de cette affaire. On va revenir à présent aux joueurs qui sont en train de discuter de la marche à suivre. Henri, lui, veut se rendre immédiatement dans la maison, visiter la demeure. De son côté, Robin, qui a un petit peu plus d'expérience avec l'appel de Cthulhu, souhaite prendre un maximum d'informations avant de se rendre sur les lieux. Les joueurs se répartissent donc les tâches. Le médecin, lui, va aller prendre des nouvelles de la dernière locataire à l'asile d'Arkham, oui, l'asile d'Arkham, qui était dans l'appel de Cthulhu bien avant d'être dans Batman, et de son côté, le privé, lui, va aller faire un tour au cadastre. C'est une nouvelle scène. Au sanatorium, Henri est en train d'essayer de faire parler les anciens locataires. Malheureusement, le mari reste désespérément muet. Henri fait cependant de gros efforts avec Madame Macario et le maître le remarque. Le meneur lui demande de faire un test pour l'interroger. Avec sa compétence, Henri a 20% de chance de réussir. 17, c'est donc une réussite. Madame Macario commence à parler. Le médecin de l'équipe obtient ainsi quelques révélations sur ce qui attend nos deux compères dans la demeure. Pendant ce temps, Robin est au cadastre où il essaie d'obtenir un maximum d'informations. Le meneur lui demande un test de bibliothèque. En l'occurrence, le personnage de Robin, le privé, a un petit problème. Il n'est pas très doué pour les recherches en bibliothèque. Et finalement, il a une excellente idée. Il va tenter de séduire une employée pour qu'elle fasse le travail à sa place. C'est un bon plan, puisque le privé a un très bon score en baratin. Robin lance les dés. 32, c'est une réussite. Le MJ lui décrit donc le résultat. Un historique de la maison qui le ramène à un certain Corbett, propriétaire de 1835 jusqu'à sa mort en 1866. Les joueurs ont mis leurs informations en commun et ils viennent de décider de se rendre directement à la demeure. Méthodiquement, ils visitent chacune des pièces. Le MJ leur décrit les lieux, rien d'inhabituel, mais regardez comme les joueurs sont sur leur garde. Ils pressentent que quelque chose va se passer. Robin n'attend pas la fin de la visite de la maison, il annonce dès à présent que son personnage va fouiller les pièces et faire des jets de toc. On remarque qu'Henri s'est ramassé dans son fauteuil. L'ambiance si particulière à l'appel de Cthulhu fait définitivement son effet. Les joueurs sont en train de discuter et le MJ vient de taper sur la table. Les joueurs ont sursauté, ça marche presque à chaque fois. Ils en rigolent, mais le meneur a clairement réussi son coup. Il annonce aux joueurs que leurs personnages sont réveillés par des bruits sourds en provenance d'une chambre vide à l'étage. Henri réagit tout de suite, il annonce que son personnage monte. Il fait entrer son personnage dans la pièce. Robin, lui, déclare qu'il reste à la porte. Le MJ signale aux deux joueurs que les bruits semblent provenir du radiateur près de la fenêtre. La tension est à son comble. Henri fait avancer son médecin
pour voir ce qui se passe du côté du radiateur. Le MJ est toujours debout, il décrit. La porte de la chambre claque soudain et le lit à baldaquin avance d'un coup sur le personnage d'Henry. Le médecin va tenter un jet d'athlétisme pour peut-être s'en tirer. Les déroule, manqué. Le médecin est sonné par le choc. Il va perdre 5 points de vie. La porte s'ouvre enfin et le détective attrape son ami. Ils vont quitter les lieux précipitamment. Le lit, lui, reste immobile. Choqués, les personnages des joueurs sont un peu démunis au matin. Évidemment, les plaies du personnage de Henry sont pensées depuis longtemps, mais son esprit cartésien, lui, en a pris un coup. C'est une des particularités de l'appel de Cthulhu. Les personnages, lorsqu'ils sont confrontés au surnaturel, perdent des points de santé mentale. À force, les joueurs finissent par craindre la folie plus que la mort, et de nombreux personnages finissent à l'asile, comme les héros des nouvelles de Lovecraft. La santé revient vite en fin de compte. La santé mentale, pas vraiment. Ça, les joueurs l'ignorent, et puis après tout, ils jouent leur rôle. Ce sont des WASP dans les années 20. Les joueurs multiplient les idées, discutent entre eux, échangent avec le meneur. Dans tous les cas, ils sont à présent sûrs que le fantôme est dans la chambre, ce qui est une erreur. Dans quelques heures, perdus, à court d'idées, ils tenteront probablement de faire sauter la maison à la dynamite, comme tant d'autres avant eux. C'est dommage, ils étaient si bien partis. Rubrique BD et romans, avec Laurent. Oui, alors moi j'ai envie de rétablir la vérité. Hein. Je le fais souvent, j'ai envie contre. Voilà, je suis principe, contre. il est contre. Moi, je suis comme Michel. Michel Sardou est pour, moi je suis contre. Voilà, Hollywood vous ment, Hollywood vous spolie. On vous a montré un film Hellblazer il y a quelques années avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, que je sais que moi j'aime bien. Que tu aimes bien Keanu Reeves, tu aimes bien ce film. J'aime bien Keanu Reeves, je trouve très intéressant. Le film n'est pas vraiment très mauvais. Ceci dit, le personnage ne ressemble pas au John Constantine de la bande dessinée dont je vais vous parler. Et le vrai John Constantine de la BD, il ressemble à ça. Albert, si tu veux bien nous montrer la vidéo. Voilà, c'est un... Il fait partie de Police. Donc. Voilà, c'est ça. Il ressemble à Jim. Et il envoie des messages dans des bouteilles, je crois. Donc, c'est un blond. Il joue dans Arabesque. Qui a un impair. Bon, là, il est à l'intérieur, il n'a pas son impair, mais voilà. Alors, c'est tiré d'un film qui s'appelle Brimstone and Trickle. Et Sting, à peu près à la même époque, a aussi joué dans un autre film qui s'appelle Quadrophenia, où il est habillé pareil avec un impair. De qui Des Who. C'est vrai qu'il ressemble plus à Sting, tu es d'accord que... Et ceci dit, ils s'en sont éloignés au bout d'un moment. Mais au début, donc, John Constantine est inspiré par Sting parce que les deux dessinateurs, qui étaient Steven Bissett et John Totleben, ont demandé au scénariste Alan Moore, le très connu scénariste Alan Moore, de leur créer un personnage qui ressemblerait à Sting parce qu'ils voulaient dessiner Sting. Alan Moore a donc créé ce personnage. C'est une bonne raison. Ouais, non, mais voilà. Tu sais, des fois, on se fait chier. Ça se dit, tiens, je trouverais bien une bonne idée, mais non. Non, pas de raison. Faire simple. Voilà, ils étaient fans de Police, j'imagine. Du coup, voilà, dans Swamp Thing numéro 37, Swamp Thing, c'était une série sur la créature du marais. Voilà, il y avait eu une espèce de nanar. Swamp Thing. La créature du marais. Et le nanar de Wes Craven, figure-toi. Hein. Ah ouais, exact, c'est vrai. Et donc Alan Moore a créé John Constantine dans les pages de Swamp Thing. Et John Constantine, c'est un magicien prolo, quoi, toujours avec son impair. C'était le conseiller occulte à l'époque de Swamp Thing. On l'a retrouvé en 88 dans sa propre série. Si tu peux montrer, Fred. La série s'appelle Hellblazer, voilà. Hellblazer. Donc elle commence en 88. Là, on est déjà à plus de 250 numéros tous les mois. Hein. Et on suit les aventures de Constantine ça se passe essentiellement à Londres parce que Constantine vit à Londres. Et voilà, c'est vraiment les aventures d'un magicien prolo qui a vraiment beaucoup d'ennuis, qui fume 2 paquets de Silk par jour. On retrouve dans le film. Oui. Et d'ailleurs, le scénario du film est tiré d'une storyline assez célèbre, une des plus connues de cette série, Hellblazer. Voilà. Ce qui est assez marquant, moi, ce que je trouve, et qu'on ne retrouve pas dans le film, c'est qu'il y a vraiment un commentaire politique, et notamment sur l'Angleterre des années 80 au début de la série. L'Angleterre de Thatcher, qui est un pays où il y a vraiment beaucoup de prolos. Et Constantine défend ces gens-là. Il n'y a pas du tout ce côté-là dans le film. Non, pas du tout. Voilà, on est à Los Angeles, il y a du soleil. Voilà, c'est John Constantine, c'est la pluie, un trench coat, un impair, et c'est très, très, très sombre. Un dernier truc à noter sur Constantine qui est assez intéressant, c'est que le personnage vieillit en même temps que la bande dessinée. C'est-à-dire que tous les ans, il prend un an. Il est arrivé de fêter son anniversaire. BD, voilà, exactement. C'est ça qui est dingue. Comme nous tous. C'est vraiment interactif. Ce qui fait qu'il a à peu près 60 ans maintenant. On sait qu'il est né en 53. Et donc je conseille à ceux qui ont aimé le film de peut-être
se plonger dans la BD qui est traduite en français pour voir si éventuellement ils aimeraient le vrai John Constantine. C'est une BD avec un temps de vie limité alors parce que... Ah, il va pas faire je suis John Constantine. vas-y, attends. On va voir s'il faut... Peut-être faire comme Blueberry, il va se souvenir. Est-ce qu'ils vont suivre le concept jusqu'au bout et qu'à 75 ans, ils vont dire ben, maintenant il meurt. Si ça continue à marcher, j'en doute. Moi, je vous propose qu'on enchaîne sur quelqu'un qui ne vieillit pas, Monsieur François Descraques. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il serait pas en train de couper une pizza? Est-ce qu'il serait mis du ketchup sur la figure? Mais non, c'était un quiproquo, puisque j'ai tué mon voisin. Et il était temps. Tout de suite, Zombie de Laden. Vous pensiez que le chef d'Al-Qaïda était mort? Eh bien, vous avez raison, ma petite dame. Sauf qu'Oussama n'a pas dit son dernier mot. Non, 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 le voilà revenu d'entre les morts, avec asticots et chair putréfiée, bien décidé à en découdre avec les vivants. C'est un Français qui est derrière ce court-métrage qui a traversé la planète. Mais d'où est venue cette idée? En fait, j'ai fait un court-métrage il y a 2 ans qui s'appelait Les Ongles, qui avait gagné un concours pour être sur le DVD de Rec au moment de sa sortie. Et depuis, je cherchais un projet pour faire un autre court-métrage, etc. Et je suis tombé sur un truc donc, de Panic Cinéma. Et il faisait un concours qui s'appelait donc Panic Reverse et qui était de partir d'une fausse affiche de film pour en faire soit un faux court-métrage, soit une fausse bande-annonce. Et la particularité qui était assez rigolote, c'est qu'il fallait commencer donc par designer une fausse affiche de film, donc un film fictif, pour ensuite en tirer un court-métrage. Et donc j'ai commencé par faire cette affiche de film, donc Zombie Laden, qui a été sélectionnée parmi la quinzaine d'affiches ou dizaine d'affiches par le concours. Et ensuite, on a fait la bande-annonce, la fausse bande-annonce dans la foulée. In this French, beautiful island, a young couple will find something terrible. Pourquoi une histoire avec Ben Laden? Il fallait réfléchir à un faux film, quelque chose un peu dans l'esprit Panic Cinéma, donc hors norme, dans le film de genre ou dans le truc un peu drôle, décalé. Au moment du concours, c'était exactement quasiment à quelques jours où ils ont annoncé la mort de Ben Laden avec toutes le côté un peu extraordinaire de la situation, du corps qu'on jette dans l'eau, etc. Enfin, il y a eu tout un truc... Enfin, ça correspondait vraiment au personnage, dans ce côté très mystérieux du mec dans sa montagne qui arrive à être le grand méchant du monde dans les rochers, donc c'était assez incroyable. Et du coup, juste le jeu de mots entre zombie et Bin Laden est arrivé d'un coup, ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit qu'il y avait un truc, et donc voilà. Comment Rurik s'est-il retrouvé dans ton film? En fait, j'avais proposé à un autre rédacteur de Mad Movie qui s'appelle David Doucan de faire Ben Laden. Et il ne pouvait pas parce qu'il avait un autre engagement. Et par contre, il avait passé le scénario à Rurik, qu'il a lu et qui m'a envoyé un mail en me disant ouais, ça me ferait marrer de participer. Et donc du coup, comme je connaissais pas vraiment Rurik avant, on s'est découvert un peu sur le tournage et effectivement, c'est un vil salopard. Et c'est le seul qui a exigé d'avoir sa propre caravane absolument. Ouais. Quels ont été les retours des internautes? Alors des internautes, pour tout ce qui... Après, j'ai pas passé des semaines entières à lire tous les commentaires, mais disons que je pensais avoir quelques... Enfin, il y avait une sorte de petite inquiétude finalement sur le sujet, il y avait 2-3 blagues qui étaient peut-être un peu limites sur le jambon ou des choses comme ça, et finalement très peu de retours là-dessus. Et donc ça c'était assez bien. Et par rapport aux professionnels, beaucoup de retours positifs, rencontrer quelques producteurs, autre chose comme ça. Donc non, d'un point de vue global, c'était vraiment une chouette expérience. Le succès du court-métrage est total, cumulant plus de 2 millions de visionnages sur Internet. Clément a la désagréable nouvelle de découvrir que sa fausse bande-annonce va inspirer un film. Lui, pour le coup, on ne peut plus vrai. Oui, c'est-à-dire qu'à peu près un mois après que le film soit sorti, enfin la fausse bande-annonce, on a vu, quelqu'un m'a envoyé un lien en me disant putain, ils ont pompé le Zombie Laden. Et donc c'est un truc qui s'appelait Oh Zombie et qui était quasiment sur la même idée de base, donc d'un Ben Laden zombie. Après, l'idée de Zombie Laden n'était pas du tout d'en faire un long métrage. Je pense que le concept tient au cours. Enfin, le fait que ce soit une fausse bande-annonce se suffit à elle-même et que c'est vraiment drôle dans cette forme-là. Et que sur un long métrage, il faudrait vraiment ramer pour que ça tienne la route. Donc au final, ça nous a pas tellement gênés. La fausse bande-annonce a été sélectionnée partout, de Bruxelles en Corée, de Barcelone à Montréal. Mais quel sera l'après Zombie Laden?
Une des conséquences de Zombieland n'a pas été forcément d'enclencher des travaux avec des producteurs nouveaux ou des gens que je connaissais pas, mais plutôt de renforcer des liens avec des gens que je connaissais déjà. Et donc je développe un long métrage avec une productrice et donc on a acheté les droits d'un livre donc qui s'appelle Décomposition. Et donc ça on développe là depuis quelques mois, on a écrit une première version du scénario, donc après entre le moment où cette étape-là et le premier jour de tournage, il peut se passer plein de temps, donc je sais pas trop. Gageons que l'histoire continue de dézinguer les dictateurs et autres terroristes du monde entier, promesse de futurs films déviants. Comme le dit le dicton, il vaut mieux les avoir au cinéma qu'en vrai. Zombie Laden. Ah oui, c'est pas mal ça comme film, Zombie Laden. C'est bien joué surtout. C'est très bien joué. Le casting est super aussi. Le Les gens casting qui est bien. apparaissent dedans. C'est bien joué ou bien. Bien ou bien. Bien ou bien. Un autre qui est bien ou bien, c'est Franck, la shopping list. Tout de suite, la shopping list. Salut à tous, c'est moi Robert Pâtisserie. Vous avez pu me voir dans Toilette ou encore dans... Ben, c'est tout. Et on m'a demandé de présenter cette shopping list placée sous le signe de l'horreur. Des mangas, des DVD, des jeux vidéo, et tout ça, ça va être flippant. Et on commence avec les jeux vidéo et je vais vous parler de Lollipop Chainsaw. En gros, c'est un mélange entre des zombies sexy et une cheerleader dégueulasse, ou l'inverse, je sais plus trop. Et vous incarnez Juliette avec sa tronçonneuse qui va dézinguer plein de zombies. Et ce jeu a de gros avantages, si vous voyez ce que je veux dire. You will not believe the kind of day I'm having. So I get to school, only everyone's a zombie. But not because they had to sit through calculus. I mean, they're all zombies. Vous cherchez un jeu flippant et gratuit, mais Slenderman est fait pour vous. En gros, vous allez incarner un personnage paumé dans la forêt et vous devrez retrouver 8 documents. Mais malheureusement, vous serez poursuivi par le Slenderman. En gros, c'est un personnage avec des tentacules, avec des membres super longs et qui fait super flipper. Et vous aurez peur. C'est un peu le but du jeu. Je vais maintenant vous parler de Darksider 2, où vous allez incarner le cavalier de la mort Death, qui va essayer de sauver son frère accusé d'avoir provoqué l'apocalypse. Ouais, c'est pas rien l'apocalypse hein, quand même. Donc ça s'inscrit dans la lignée des Bayonetta ou encore God of War et je vous le conseille, c'est super cool. And his name was Death. Chez Back Video, vous pourrez retrouver Action Vérité. C'est un groupe de jeunes qui va partir dans la forêt pour aller fêter un anniversaire. Et il y en a qui se disent bah tiens, on va faire une Action Vérité. Mauvaise idée, parce que ça va prendre une tournure tellement what the fuck qu'ils vont tous crever. Enfin bon, je vous raconte pas la fin. Hein. Les éditions Emilia vous proposent Suture. C'est un groupe de jeunes qui part en voyage, mais sur la route, ils vont rencontrer un chirurgien militaire. Et ben faites-moi confiance, c'est pas le genre de personne à rencontrer quand vous buvez un punch dans un bar. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Et ils vont être mêlés à un trafic de dons d'organes dont ils sont les patients. Ça fait très peur. Chez Kurokawa, vous pourrez lire Resident Evil. Tout le monde connaît l'histoire, des zombies, des mecs avec des flingues, et dans ce manga, des écolières sexy. Alors moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Vous pouvez lire le manga et jouer aux jeux vidéo, et si vous êtes une femme, vous pouvez même faire les deux en même temps. C'est dingue tout ce que les femmes peuvent faire. Vous savez que les Japonais sont super forts pour faire des trucs trop flippants. Par exemple, Doubt, c'est un manga qui parle de personnes qui portent des masques de lapin, mais dans le groupe, il y a un loup-garou qui veut tous les tuer. Mais personne ne sait qui c'est. C'est assez flippant et depuis, je ne mange plus de lapin. Je suis sûr que vous aimez Walking Dead. Ça se voit... Enfin, ça se voit quoi. Du coup, vous pourrez acheter Walking Dead, le guide de A à Z, et vous saurez tout sur l'univers de Robert Kirkman. Et comme ça, en soirée, vous pourrez dire à des potes « Hey, tu savais que ces zombies, ils ont été designés à partir de la tête des frères Bogdanov ?» Enfin, je crois que c'est ça, je suis pas trop sûr. Nosferatu, c'est un vampire un peu chauve comme Rurik, et dans ce livre, il essaye de percer le mystère de sa résurrection. Il est poursuivi par un chasseur de vampires, mais les deux sont poursuivis par une créature un peu étrange. Ça me rappelle un peu l'épisode 25 d'Hélène et les garçons, de la saison 2. En DVD sort Tamorion, la révolte des mutants. Comme vous l'aurez compris, c'est un film asiatique qui parle de la nouvelle énergie ou encore d'organisation criminelle. Certaines scènes se rapprochent du nanar, mais comme le dicton le dit, vous avez peur d'avoir peur et vous voulez un peu rire de la mort? Eh ben Goblin, c'est fait pour vous. Ça raconte l'histoire de gobelins, hein, comme son nom l'indique, qui font un peu n'importe quoi en temps de guerre contre les humains. Qu'est-ce qu'un gobelin? Vous allez me poser la question, j'en suis sûr. Ben, c'est un peu un mélange entre Mimimati et Géant Vert, si vous voulez. Et c'est super drôle. Vous pouvez aussi aller sur le blog de Davy Mourier qui met en ligne les chroniques de la petite mort. Ça raconte l'histoire de l'enfant de la mort qui va faucher des vieux ou des gens qui ont la leucémie. Ah, par contre, ça va pas être au goût de tout le monde. Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse, comme d'habitude. Quant à vous, vous allez retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek dans ce petit écran. Et moi, je vais disparaître parce que je suis magicien de père en fils depuis 1980.
Nous allons bientôt approcher de la fin de l'émission, mais nous n'avons pas l'intention de rendre l'antenne tout de suite. Nous allons faire un petit jeu, une petite surprise à la fin de cette émission. Je vais vous demander d'attribuer un plus au chroniqueur qui vous a le plus séduit. RL? Moi, en fait, c'est le jeu, hein. C'est Project Zero. Excuse-moi. D'accord. Tout Mais a oui. redonné. Mais écoute, Il il y n'a a pas de rien problème, fait. Je écoute. tombe, excuse-moi. Laurent? Non, moi aussi, ça me branche bien. J'aimais bien Resident Evil, ce genre de jeu, donc ouais, ça m'intéresse. Moi, passionnel, puis Seb? j'aime bien. Moi, étant Robert Zombie moi-même, je connais mes films, donc je vais choisir Constantine, enfin Hellblazer, parce que j'avais trouvé le film sympathique et j'aimerais plus me plonger là, dans le comics. Fred? La chronique d'RL, même si elle n'en a pas fait. Ah, il est malin. Rurik? Sexuellement, c'est Fred qui me plaît, bien sûr. J'adore les contes de la crypte, mais que je connais très bien. Mais par contre, je serais curieux de découvrir cette bande dessinée que l'homme à perruque nous a présentée. Moi, je donne mon petit point mignon, effectivement, à Project Zero. Tout simplement parce que je suis passé au numérique, mais j'espère que les appareils numériques aujourd'hui peuvent quand même tuer les fantômes. J'espère qu'il n'y a pas besoin de 2 pellicules. Allez, il est vraiment temps de rendre l'antenne. Albert, peut-être un petit mot pour finir? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est vrai que nous avons été quand même plutôt bons. Pouf pouf. Si vous pensez que nous avons été bons, peut-être pas bons, vous pouvez poursuivre l'aventure plus ou moins geek sur le Geekbook, le Geekter, l'appli Geek. Enfin voilà, il y a plein de moyens de nous contacter, de vivre tout, de redécouvrir les chroniques sur notre site internet également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir.